Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions écho, ce soir, l'usage légal du cannabis dans la pharmacopée. Objectif éclairé, l'opinion publique sur l'importance de ce chantier socio-économique de grande envergure qu'est la légalisation de la culture, l'industrialisation ou l'export licite du cannabis suite à l'adoption hier jeudi du projet de loi 1321 relatif à l'usage légal du cannabis au Maroc. D'abord, nous mettrons le cap vers Genève, en Suisse, pour y joindre Khalid Tinasti, secrétaire général de la Global Commission on Drug Policy, pour tout savoir sur les aspects et les dessous de ce projet de loi, ainsi que la valeur ajoutée économique et sécuritaire à tirer de la légalisation de l'usage du cannabis à des fins médicinales. Ensuite, et dans la foulée, sous l'angle de la pharmacopée, pour cela, l'expert en la matière, Abdelmjid Belaïch, sera avec nous pour mettre en lumière les usages thérapeutiques et le potentiel de production de traitements à base de cannabidiol au Maroc. Bienvenue à toutes et à tous. Le Conseil de gouvernement a donc approuvé le projet de loi relatif à l'usage légal du cannabis au Maroc. Après approbation par les deux chambres du Parlement, cet usage servira la science et sera donc utilisé pour la recherche et la production médicinale. Retour sur ce projet de loi avec Ala Benani, les points essentiels à en retenir. Après 2 reports, le projet de loi 1321 portant usage licite du cannabis a été approuvé par le Conseil du gouvernement. Une fois qu'il sera voté au Parlement, il deviendra désormais légal de cultiver le chanvre indien à des fins thérapeutiques. Cette culture sera encadrée par la future agence de régulation des activités du cannabis qui sera chargée de développer un circuit agricole et industriel destiné au cannabis à usage médicinal. Légaliser l'usage thérapeutique du cannabis permettra en effet de se positionner sur un marché mondial en croissance annuelle de 30%, et pour le voisin européen, ce marché enregistre le double de cette croissance chaque année. À l'instar des pays qui ont déjà encadré cette activité, le Maroc optera aussi pour le système d'autorisation et de réglementation avec l'ouverture du dispositif coopératif aux cultivateurs du chanvre indien. Cette autorisation sera délivrée par l'Agence nationale aux demandeurs de cultivation et production du cannabis. Le demandeur doit être propriétaire d'une parcelle de terrain, être autorisé à cultiver et surtout être membre d'une coopérative qui jouera le rôle d'intermédiaire entre la production, la transformation ou l'export. Enfin, la loi 1321 sera complétée par des arrêtés et décrets, et ce en vue de déterminer la liste des zones relevant des provinces du Nord concernées par la production du cannabis médical, en plus des modalités de livraison des autorisations régissant cette activité, sans oublier les formalités d'approvisionnement des semences et plants agréés par l'agence régulatrice. J'ai à présent le plaisir d'accueillir depuis Genève, en Suisse, Khalid Tinasti, secrétaire général de la Global Commission on Drug Policy. Bonsoir Khalid Tinasti. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. Alors, puisqu'on vient de le suivre, on parle maintenant du cadre, n'est-ce pas, législatif. Qu'en est-il de la loi internationale ? Quels sont les contrôles qu'impose cette loi pour cette production, mais aussi sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement qui va jusqu'à l'export ? Voilà, donc je vous remercie pour cette invitation, je suis ravi d'être avec vous. Il est important de rappeler que la loi internationale a changé en décembre dernier quelque part, mais c'était un changement technique qui permettait au pays donc d'exploiter la valeur thérapeutique de cette substance, comme on le fait avec d'autres, avec l'opium, avec les benzodiazépines, etc. Ce sont toutes des substances qui sont contrôlées, mais également utilisées dans le système médical. Donc le changement qui s'est fait, c'est sur cette valeur thérapeutique, mais toutefois, les contrôles restent très très stricts et le cannabis reste dans la liste numéro 1 des substances les plus addictives et donc considérées comme étant les plus addictives. Et ce qui veut dire que la chaîne de contrôle doit être très très stricte et donc avoir beaucoup de protection, donc s'assurer que la production elle-même n'est pas détournée, donc avoir les quantités, savoir combien est-ce qu'on cultive légalement, déclarer cela à l'organe international de contrôle des stupéfiants qui permettra au pays donc d'avoir cette quantité ou pas, de la produire ou pas, dépendant des besoins dans le système médical même et dépendant des besoins d'export également, mais aussi s'assurer qu'il n'y a pas de détournement sur toute la chaîne d'approvisionnement et s'assurer donc que ça parte directement pour cet usage médical et que ce ne soit pas détourné vers le marché illégal.
Voilà. Et cela doit être justement l'une des fonctions de cette agence nationale de réglementation de l'usage du cannabis qui va être bien sûr créée, mais dont la création a été annoncée dans le cadre de ce projet de loi. Alors, sur la base, Khaled Tinasti, sur la base d'expérience d'autres pays, quelle est la valeur ajoutée finalement aux usages thérapeutiques du cannabis ? Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de rapports d'expérience, mais il n'y a pas encore beaucoup d'études cliniques sur l'usage du cannabis. Le Maroc monte dans un train qui est en train de partir, et il monte très très tôt, ce qui est un très très grand avantage. Mais il y aura beaucoup de développement de cette filière et de recherche et d'études scientifiques avec des études cliniques pour différents usages. J'espère que ce se passera aussi au Maroc, bien sûr. Oui, nous en parlerons certainement en seconde partie. Oui, rôle de pionnier. Dans la région, tout à fait. C'est un rôle de pionnier dans toute notre région, dans toute l'Afrique et dans toute la région du monde arabe. C'est un rôle de pionnier parce que le Maroc il est l'un des tout premiers pays à sortir de cette vision qui dit que le cannabis était très addictif et n'avait aucune valeur médicale et était quelque chose de très mauvais. Cette image qui a été créée depuis 1925 et reconfirmée dans les années 60, passant maintenant à autre chose, à une autre perspective, de celle de se dire, comme tous les autres produits et tous les autres comportements humains, nous allons en tirer le meilleur et essayer d'en limiter au maximum le mauvais. Oui, Khaled Tinasti, en sachant que le chiffre d'affaires mondial est en croissance exponentielle, comment le Maroc peut-il se positionner sur ce marché ? Là, quand on parle du cannabis médical dans le monde, le chiffre d'affaires a 90% est au sein des États-Unis. Et donc, même entre les États, il y a beaucoup de différences dans la mise en place de programmes, depuis même de modes d'utilisation. Il y en a qui permettent la fumée, il y en a qui permettent que l'huile, etc., etc. Mais nous parlons là d'un seul pays qui consomme 90% qui représente 90% du marché mondial du cannabis médical. Et là, on parle de 2 millions aussi de consommateurs. Et en 2017, il s'agissait d'un chiffre d'affaires annuel de 8,5 milliards de dollars américains. Et comme vous dites, c'est un marché qui est incroyable et qui augmente très très vite. Et donc allons avec une croissance rien qu'aux États-Unis à 15%. Donc maintenant, pour le Maroc, comment se positionner sur ces questions-là, c'est qu'il faut toujours se rappeler de l'impact de la production, par exemple, qui est énorme sur le réchauffement climatique, dans des serres qui doivent être chauffées avec une consommation d'eau énorme en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. Mais dans un pays comme le nôtre, où il y a beaucoup de traditions, où il y a beaucoup de savoir-faire, aussi un savoir-faire qui est venu d'ailleurs, il ne faut pas oublier que le cannabis est une substance qui a été prohibée. Donc tout le mouvement s'est fait avec les mouvements hippies entre l'Inde, avec les techniques de production, avec les différentes graines, etc. Et donc il se trouve que le Maroc peut avoir le climat et peut avoir la capacité de produire des produits qui sont de meilleur prix, de très bonne qualité, mais aussi qui protègent l'environnement pour les autres marchés et pour toutes les passions autour du monde. Mais je pense qu'il faudra aussi voir comment le marché va avancer en Afrique et en Europe également, car l'Amérique du Nord produit beaucoup en polluant, mais produit beaucoup déjà pour son propre marché. Et les terres aussi, les terres notamment du Nord, s'y prêtent à cette culture de la plante de cannabis. Mais est-ce que, bon, bien sûr on parle de tout cela, mais il faut des investissements. Quels sont les investissements nécessaires à même d'accompagner cette légalisation selon vous, professeur Dr Tinasti ? Je vous remercie. Moi, je pense qu'il est maintenant question de vraiment créer une filière moderne agricole. Il s'agit vraiment quelque part de démarginaliser certains villages là où il y avait de la production vraiment historique dans le Rift central et essayer donc de créer quelque part toute une nouvelle industrie une industrie agricole autour de cette plante. Il s'agit de l'infrastructure de base, des routes, mais aussi bien sûr, ce qui est très très intéressant, c'est la formation. Donc la formation des agriculteurs et des cultivateurs pour les critères de qualité dont il y aura besoin. C'est la formation des médecins et du personnel soignant pour la manipulation et l'utilisation de cette substance. Donc il s'agit de toute une nouvelle filière qui est créée depuis le producteur, mais jusqu'aux patients. Donc il faut aussi bien sûr inclure les associations de patients et les patients parce qu'eux-mêmes doivent faire partie de cette discussion avec l'agence dans la mise en place pour le choix de quelles conditions, etc. Il s'agit vraiment de créer depuis la base le cadre légal qui est en train de se mettre en place et on verra comment ça va se passer au Parlement, mais vraiment depuis les routes, pour pouvoir accès au marché et aux entreprises, etc. Les plus basiques jusqu'à de la formation de très très haut niveau pour toute la chaîne et pour toutes les personnes qui y seront incluses. Alors, oui, inclusion de ces personnes-là et impact aussi. Quel est l'impact ? Vous êtes secrétaire général de la Global Commission on Drug Policy. Bien sûr qu'il y aura un impact sur les activités illicites liées au trafic de cannabis. Quel serait cet impact ou ces impacts selon vous ? Donc oui, ces impacts, tout à fait, parce qu'ils sont très difficiles à mesurer. Je veux dire, depuis
La première chose, que lorsqu'on parle du crime organisé ou du crime organisé surtout transnational, parce que là nous parlons de trafic international pour toutes les substances et surtout le cannabis, et c'est celui qui est le plus consommé à 65% de toute la consommation mondiale ou à 70%, 70% de la consommation mondiale. Donc il y aura plusieurs impacts, mais il est très difficile de les mesurer car le crime organisé est toujours très résilient. Il arrive à infiltrer les marchés légaux, il essaye du moins, il se diversifie très très vite et passe à autre chose assez vite. Maintenant, dans le cannabis, il faut toujours se rappeler que le cannabis médical, il faut être très honnête et très ouvert, car c'est ce qui risque d'arriver, et c'est arrivé partout. Il s'agit vraiment d'une petite partie du marché du cannabis national ou mondial. La grande partie reste toujours les usages récréatifs. Les gens choisissent pour toutes sortes de raisons de quand même en consommer de ce qui reste très interdit dans la loi marocaine. Et il faut dire que l'impact donc sur le marché illégal risque d'être assez limité de manière générale quand on regarde les statistiques de manière générale, mais toutefois l'impact sur la vie des personnes qui vont transiter de l'illégal vers le légal, le médical, sera énorme. Toutefois, c'est un premier pas et il faut de l'évaluation. C'est pour ça que l'agence qui se met en place devrait avoir des mécanismes elle-même de accountability pour répondre sur comment est-ce qu'elle met cela en place et aussi, bien sûr, comment est-ce qu'elle aide les gens aussi. Mais aussi, également, il faudrait voir vraiment... mesurer vraiment et être réaliste que c'est un premier pas où on doit évoluer en fait avec la mise en place et en espérant que ce sera la meilleure possible. Oui, alors, et tout à l'heure, vous avez évoqué cette sensibilisation justement de l'agriculteur, du producteur. Est-ce que vous pensez que la rentabilité de la production de la plante pour des usages thérapeutiques peut être la même, si ce n'est mieux, pour le producteur via bien sûr ces coopératives qui sont à même de collecter la récolte et puis de la centraliser, tout est centralisé au niveau de l'agence nationale. Vous pensez que finalement l'agriculteur y gagne à ce change ? Bon, je pense tout à fait que nous avons une situation très spécifique au Maroc où l'agriculteur perdait de deux côtés. Il avait beaucoup de pression donc, des criminels à qui il devait livrer à des prix qui baissaient tout le temps. Et d'un autre côté, de la peur de la répression légale, parce que c'était criminel ce que les gens faisaient jusque-là, jusqu'à encore aujourd'hui. Mais il faut dire que le projet de loi inclut un tarif négocié à la commande et non à la livraison, ce qui peut assurer aux gens un revenu décent et meilleur que le marché illégal actuel. Il faut dire que les producteurs du kiff au nord ne sont pas les plus pauvres des producteurs, mais leurs prix n'arrêtent pas de baisser et ils font face à une concurrence puisqu'il y a de la production légale et illégale en Europe, maintenant qui est beaucoup plus proche de ses clients. Elle n'a plus besoin d'attendre l'export venant du Maroc ou le contrebande venant du Maroc. Donc oui, tout à fait, je pense que ce paramètre de s'assurer que le tarif est fixé rassure un peu les cultivateurs et peut vraiment aider à les sortir de l'illégalité et de les mener vers la légalité. Après, est-ce que le volume sera là ? Ça, c'est une autre discussion. Oui, beaucoup d'éléments et beaucoup de facteurs encore inconnus parce que c'est tout frais, c'est tout jeune. Mais en tout cas, je pense qu'on a bien fait le tour de la question en votre compagnie, Khalid Tinasti. Je vous en remercie en tout cas. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Global Commission on Drug Policy. Vous étiez avec nous depuis Genève. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Passons à présent à la seconde partie de Questions Éco. Et toujours au même sujet, j'ai à présent le plaisir d'accueillir depuis Casablanca Abdelmjid Belaïch, analyste des marchés pharmaceutiques. Bonsoir Abdelmjid Belaïch. Bonsoir et merci pour l'invitation. Mais merci à vous, toujours un plaisir de vous recevoir via Skype en tout cas. Alors, tout à l'heure, il y a quelques instants, avec notre premier invité, a été évoquée cette question de l'usage récréatif. Quelle est la différence entre le thérapeutique et le récréatif dans l'utilisation de la plante du cannabis ? Alors, l'usage récréatif, c'est la consommation de toute substance psychoactive, qu'elle soit licite ou illicite, parce qu'on peut avoir aussi bien le détournement de certains médicaments, de leur usage vers un usage récréatif. On a vu un anti-épileptique prégabaline qui commence à être utilisé en usage récréatif. Il y a de multiples exemples. Et ceci a des fins euphorisantes pour avoir cette euphorie, désinhibitantes et de façon occasionnelle, mais qui peut rapidement aller vers l'addiction et aller vers une escalade
voire même aller vers l'usage de drogues plus dures que le cannabis lui-même. Alors, bien sûr, ceci a un coût énorme pour le patient, un coût économique, surtout dans un contexte de non-légalisation où pour la personne pour se procurer sa dose va payer d'autant plus cher que le produit est interdit. Alors bien sûr, il y a les risques, d'autres risques, le risque de schizophrénie, mais aussi le risque respiratoire pour les drogues fumées. Alors que l'usage médical, lui, c'est tout autre chose. C'est un usage qui est médicalement encadré, où il y a une prescription obligatoire par des médecins compétents et une délivrance soit dans la pharmacie, soit des centres spécialisés, mais de telle manière que tout ça soit vraiment très encadré. Alors, bien sûr, quand un médecin choisit de prescrire le cannabis dans ce cas, il a en face de lui le rapport bénéfice-risque et va se dire, certes, il y a des effets secondaires ou le risque d'addiction, etc., mais le bénéfice que j'ai dans cette situation, il est énorme et mérite que je prescrive ce produit. Et là, ce qui va jouer, c'est que selon qu'on est dans le récréatif ou qu'on est dans le médical, on va pas. C'est deux substances. C'est la différence qu'il y a entre deux substances. En fait, dans le cannabis, on va trouver près de 80 substances, mais deux nous intéressent. Il y a le cannabidiol, ou ce qu'on appelle le CBD, qui est plutôt utilisé médical, mais il y a aussi à côté le THC, qui est le tétrahydrocannabiol, qui lui a plutôt les effets sur le cerveau que l'on connaît, qui sont absolument. Absolument. Oui, mais alors, quels sont les traitements thérapeutiques? Quelles sont les maladies qui pourraient être traitées par des substances à base de cannabis? Alors, les recherches sont relativement récentes, puisque c'est les débuts des années 60. Les Israéliens sont leaders dans ce domaine. La liste des maladies identifiées où le produit peut être très bénéfique, c'est une liste très longue, mais je vais citer les principaux produits, parce que vraiment la liste elle est très longue. D'abord, il y a tout ce qui est nausées, vomissements, ça c'est classique, c'est ancien. Mais il y a aussi comme traitement antidouleur, relaxant et somnifère, surtout antidouleur, dans des cas où les traitements antidouleurs classiques ne suffisent plus. Et donc là, on va passer des analgésiques palier 1 classiques à ce type de produit qui est plutôt dans le palier. Il y a aussi comme antivomitifs, les vomissements dans le cas de chimiothérapie, mais pas seulement. On pense aujourd'hui beaucoup au traitement des cancers, et dans ce cas-là, dans le traitement des cancers, ce n'est pas seulement pour soulager la douleur, si vous voulez, avoir un effet palliatif, mais c'est aussi qu'on a trouvé d'autres effets directement sur la cellule cancéreuse, une toxicité pour la cellule cancéreuse et donc un effet anticancéreux. Il y a énormément de travaux qui se font dans ce domaine. Il y a d'autres maladies neurologiques, il y a l'épilepsie, certaines formes d'épilepsie, le Parkinson, les tics qui sont liés au syndrome de Gilles de la Tourette. Donc il y a énormément, la liste est vraiment, vraiment très longue et il y a d'énormes promesses thérapeutiques en matière d'utilisation du cannabis. Est-ce que c'est pour cela, justement, grâce à ce grand potentiel, que beaucoup de laboratoires ont au début montré une certaine réticence? On a même parlé d'actions de lobby pharmaceutique contre l'utilisation du cannabis à des fins bien sûr thérapeutiques, pour toutes les raisons que vous avez citées, parce que cela quand même couvre un large spectre de maladies et de traitements. Donc est-ce que vous pensez que cette vision du monde pharmaceutique, des grands laboratoires,
laboratoire pharmaceutique n'a pas d'autre choix que de s'aligner à cette vérité qui est là, que justement ces traitements-là sont efficaces et que finalement ils pourraient remplacer d'autres traitements qui sont déjà existants. Je ne pense pas que ça soit lié à un lobby qui verrait dans le cannabis un concurrent des traitements classiques, mais plutôt lié à l'image négative que traînait le cannabis. Et donc, j'imagine, le responsable de laboratoire qui dit « Ah, quoi, moi je vais me mettre au cannabis, mais alors je vais devenir un dealer ». Vous voyez un petit peu l'image. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Ils sont en train de changer. Avec toutes ces études scientifiques qui arrivent, il y en a des dizaines de milliers aujourd'hui qui confirment un certain nombre de choses. Et surtout, la décision qui a été prise au niveau de l'Organisation mondiale de la santé en décembre dernier de sortir le cannabis de cette liste d'interdiction, dire il faut voir qu'est-ce qui se cache derrière et comment on peut le consulter. Moi, je pense au contraire que pour l'industrie pharmaceutique, c'est une chance de se positionner sur un segment qui n'existait pas avant et qu'il est possible aujourd'hui d'apporter le savoir-faire de l'industrie pharmaceutique pour la valorisation, parce que j'imagine mal qu'on pourrait le vendre en l'état sous forme d'herbe comme ça. Ça a peu de valeur. C'est la transformation qui va le valoriser. Et alors, là, nous aurons besoin. Oui, nous aurons besoin. Oui. Nous, au Maroc, au niveau du Maroc, sommes-nous déjà outillés pour pouvoir valoriser cette plante et la transformer et l'exporter en tant que produit fini vers les marchés à l'export, destinés bien naturellement à des traitements thérapeutiques. Est-ce qu'aujourd'hui, les laboratoires marocains sont prêts ? Je suppose que même s'ils ne sont pas prêts, ils vont se mettre au pas rapidement parce qu'ils ont un certain nombre de compétences et savoir-faire utilisés dans l'industrie pharmaceutique et qui peuvent servir dans ce cas. Alors, premièrement, il peut y avoir exportation sous forme de fleurs de cannabis, la partie qui est utilisée, qui est la plus riche en substances. Donc, il s'agit de l'isoler du reste de la plante, mais dans des conditions hygiéniques, parce qu'il ne faut pas oublier que de l'autre côté, quand on est à l'export, de l'autre côté, on va aller doser qu'est-ce qu'il y a dans cette substance, est-ce qu'il y a les pesticides, est-ce qu'il y a des substances qui ont été mélangées, etc. Donc, ça permettra d'abord de garantir la qualité de la partie de la plante qui va être exportée. Mais moi, je pense à mieux que ça. L'industrie pharmaceutique sait faire l'extraction des principes actifs des plantes, bien que ce ne soit pas très développé. Aujourd'hui, c'est plutôt les substances, les principes actifs de synthèse, mais c'est à la portée du chimiste débutant, je dirais. Et donc, il est possible d'extraire les principes actifs. Vous savez que nous ne pouvons pas fabriquer les principes actifs chimiques pour la bonne raison qu'il faut des investissements très lourds et il faut avoir un marché mondial. Par contre, c'est beaucoup plus simple d'extraire des principes actifs d'origine végétale et donc de les valoriser de cette manière. C'est à notre portée. Et là, au lieu de vendre un certain tonnage en herbe ou en extrait d'herbe, on va directement vendre du principe actif concentré et donc qui a une forte valeur ajoutée. Alors là, je vais citer quelques chiffres, bien que ces chiffres, il faut les prendre avec beaucoup de prudence. Le marché mondial du cannabis, rien que le cannabis est estimé à 344 milliards de dollars, dont seulement 17,5 milliards pour le cannabis utilisé à usage médical et légal, si vous voulez. Donc, à peine 5% de ce chiffre de 340 qui est énorme. On parle de milliards de dollars, pas de milliards de dirhams ou de milliards de centimes. C'est énorme. Mais seulement 5% qui est utilisé aujourd'hui à des fins médicales. Toutefois, la croissance du segment du médical, du cannabis médical, il est de l'ordre de 30% dans le monde, une évolution de 30% par an,
et jusqu'à 60% en Europe. C'est énorme. C'est-à-dire que c'est un marché qui est amené à exploser dans les prochaines années. Et donc, il ne faut pas rater cette occasion. Le cannabis, c'est une véritable richesse nationale. On l'a toujours ignoré, on l'a toujours regardé ailleurs, on avait honte en quelque sorte de cette richesse. Ben, aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Et tant mieux pour le Maroc. Pour l'agriculteur local, ça va être beaucoup plus profitable pour lui. D'abord, il aura la sécurité, il n'aura plus à s'inquiéter des risques d'être incarcéré, etc. Deuxièmement, même si on met en place des coopératives et si on verrouille le circuit de manière d'éviter les fuites vers les circuits mafieux, il va être beaucoup plus gagnant et en toute sécurité. Ça, c'est un point très important. Mais aussi, il ne faut pas oublier que nous devons avoir une contribution importante de la recherche agronomique pour développer des plants qui soient moins gourmands en eau et adaptés localement tout en étant très rentables, et en même temps de la recherche scientifique pour explorer d'autres voies d'utilisation de cette plante sans oublier les utilisations légales non médicales dans le textile, le cordage, etc. Toute et d'autres industries, absolument, est utilisable. Jetées, malheureusement. Absolument. Merci beaucoup Abdelmejid Belaiche. Merci pour l'ensemble de ces éclairages. Merci infiniment. Moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée à tous.